L'Académie des sciences de Californie est l'un des plus anciens musées américains. Reconstruire cette institution endommagée en 1989 par un tremblement de terre, c'était un véritable défi. Quand on a appris qu'il fallait reconstruire l'Académie des sciences de Californie, on a demandé à 6 équipes d'architectes du monde entier de nous proposer leur conception du Muséum d'histoire naturelle du XXIe siècle. Renzo Piano est arrivé avec juste un bloc à dessin. Il s'est baladé dans Golden Gate Park pour s'imprégner de l'endroit. Il est monté sur le toit de l'ancien bâtiment et finalement, il a dessiné une ligne simple, l'esquisse des dômes surmontés d'un toit végétalisé. Métaphoriquement, il voulait découper un morceau de pelouse du Golden Gate Park, le soulever de 10 mètres et glisser le musée en dessous pour qu'il se fonde dans le paysage. En France, Renzo Piano est connu du grand public comme l'un des concepteurs du Centre Georges Pompidou. Moins pour ses contributions désormais nombreuses à l'invention d'une architecture écologique. Il faut toujours, quand vous avez un nouveau projet, écouter les lieux. Il ne faut pas seulement écouter les gens, il faut aussi écouter les lieux. Il faut comprendre, il faut marcher les mains dans la poche, il faut essayer de voler la nature vraie du lieu. Et il ne fallait pas être des génies pour comprendre que ce lieu, il était plein de souvenirs. Il fallait essayer de comprendre tout ça et transformer ça en idée. Alors il y a cette toiture qui unifie, qui garde ensemble les différents morceaux. Les gens le sentent, le voient. Et en plus, dès qu'ils arrivent dans le bâtiment, la première chose qu'ils font, d'habitude, ils montent sur l'ascenseur, ils vont sur le toit. Un toit qui est aussi un jardin de 10 000 mètres carrés. On voulait des plantes avec peu de racines, qui ne poussent pas trop haut et qui offrent une palette de couleurs tout au long de l'année. Il fallait aussi que les plantes recouvrent rapidement le terrain pour assurer une couverture homogène des dômes et éviter les glissements de terrain. Un autre élément a influencé notre choix. On voulait que les plantes filtrent l'eau de pluie avant que celle-ci n'entre dans le système de récupération des eaux. Au début, on avait sélectionné beaucoup de plantes. On s'est finalement limité à 4 espèces vivaces et entre 7 et 9 espèces de plantes annuelles qui fleurissent l'une après l'autre. On a aussi choisi certaines espèces pour leur capacité à attirer les insectes en voie d'extinction, comme certains papillons qui sont en train de disparaître de la côte californienne. Nous voulions créer un endroit où ces espèces puissent vivre, se nourrir, se reproduire, et ça fonctionne. Bien que ce jardin présente toute une palette d'espèces et de couleurs, toutes les plantes viennent de Californie. Elles s'adaptent donc bien à l'endroit et perdurent. Vert sur le toit et dessous. Le musée abrite des dizaines de milliers d'animaux et une véritable forêt tropicale. Là, nous nous trouvons dans la salle de la forêt tropicale du muséum. Nous sommes dans l'un des 2 dômes de 27 mètres de diamètre du bâtiment. Ça correspond à l'une des grandes collines sur le toit. Dans cette salle, on voulait que les visiteurs aient l'impression de se promener dans une forêt tropicale. Ici, les oiseaux et les papillons sont en liberté. La flore aussi est celle d'une forêt tropicale. Une passerelle permet de déambuler parmi les différents niveaux de la forêt. Les poissons et les tortues que vous voyez dans le bassin viennent de la forêt tropicale amazonienne. Et ce tunnel, tout au fond du bassin, permet aux visiteurs de marcher sous l'eau et de voir d'en dessous les poissons, les tortues et la forêt.
Ce bâtiment, c'est un bâtiment qui vit. C'est ça l'esprit le plus important. Il vit en haut, sur la surface de la toiture, mais il vit aussi à l'intérieur, dans lequel, contrairement à ce qu'on fait d'habitude dans les musées des sciences, qui sont des espaces noirs, des reines des ténèbres, là on sent l'appartenance au monde tout autour, et au parc, à la beauté du parc. Mais c'est le toit qui fait le miracle, d'abord. On a tout récupéré dans des anciens bâtiments. On n'a pas mis à la poubelle un seul morceau de béton. Tout a été récupéré. 100% Tout l'acier utilisé est de l'acier recyclé. Éléments de la structure et barres de renforcement du béton armé inclus. L'eau de l'aquarium est de l'eau de mer recyclée. C'est important pour nous. Mais nous recyclons aussi le reste de l'eau. Les eaux usées sont utilisées pour l'irrigation. En fait, l'eau de pluie que nous collectons par le toit grâce à notre toiture végétale nous permet d'avoir de l'eau à usage domestique et de l'eau d'irrigation. En complément de tous ces matériaux recyclés, on a réalisé l'isolation du bâtiment avec de la toile de jean. C'est la même que tout le monde porte. En plus, cette marque de jeans est liée à San Francisco. C'est une matière recyclée, saine. Elle n'a pas les inconvénients que peuvent présenter d'autres tissus. C'est un matériau formidable, un bon exemple de ce que l'on fait de mieux dans le recyclage de matériaux. Tout le monde a compris aujourd'hui, la Terre est fragile. Et il faut faire quelque chose. Il faut quand même que cette attitude devienne culture, même expression, même langage. Je crois que si je cherche l'inspiration forte du nouveau siècle qui ouvre là, ça sera le fait que la Terre est fragile. Et ça ne suffira pas de faire des bâtiments bons, sages, et qui consomment moins d'énergie. Il faut aussi que tout ça devienne expression, que ce soit un langage. Il faut que le bâtiment respire au rythme de la Terre. Il faut qu'il exprime cette magie, un bâtiment qui vit avec la Terre. De San Francisco à Jupille, ces constructions camouflées expriment haut et fort ce nouveau langage, cette nouvelle culture.